Bonsoir à tous, bienvenue dans ETV Éco. Voyager à bas coût dans la Caraïbe, c'est possible grâce au low cost et au low fare que proposent les compagnies leaders Air Caraïbes et Air Antilles. Retrouvons tout de suite sur notre plateau Serge Tigalinski, le directeur général d'Air Antilles. Mais avant, retrouvons tout de suite Alain Bièvre, le président du directoire de l'aéroport, qui nous parle de la stratégie de développement de Pôle Caraïbes. Sur les 15 dernières années, le trafic à Pôle Caraïbes est resté relativement stable. Et c'est vrai que depuis le mois de novembre 2015, on assiste à une nouvelle dynamique, entre autres grâce à l'arrivée d'une compagnie low cost, qui est la compagnie norvégienne. Alors maintenant, vous nous parlez de stratégie. Alors, le constat qui est à faire, c'est que pendant 15 ans, le trafic est resté stable en Guadeloupe. Et quand on regarde au niveau métropolitain, au niveau européen, les aéroports qui étaient comparables à nous, qui avaient un trafic à peu près équivalent, donc il y a 15 ans, aujourd'hui ont un trafic qui a augmenté de 30 à 40%. Et quand on regarde la structure de notre trafic aujourd'hui, la différence entre ceux qui faisaient il y a 15 ans et ceux qui font aujourd'hui, c'est quasiment 100% du trafic low cost. C'est-à-dire que les compagnies low cost ont porté la croissance des aéroports au niveau européen et au niveau métropole ces 15 dernières années. Or, dans les départements d'outre-mer, notamment en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi à La Réunion, les trafics sont restés relativement stables parce qu'en fait, on n'a jamais eu de compagnie low cost dans nos aéroports. Et c'est vrai que c'est une véritable nouveauté que Norwegian a menée pour les Antilles françaises. Et il est clair aujourd'hui que la Réunion, qui va recevoir, je crois, l'été prochain, la compagnie low cost, la filiale low cost de la Caraïbe, donc qui est la compagnie French Blue, elle aussi connaîtra le modèle low cost sur le long courrier. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit les résultats du low cost en métropole et en Europe, et quand on voit déjà la dynamique qui a été créée par cette compagnie qui est là depuis un an, je crois qu'aujourd'hui, on doit inscrire le low cost dans notre stratégie de développement aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un développement du trafic, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, sans ce modèle low cost. Et aujourd'hui, Norwegian a amené ce modèle low cost aux Antilles et il faut que cette dynamique soit poursuivie. Alors, on voit effectivement le low cost sur le moyen courrier, puisque Norwegian opère sur les États-Unis. Maintenant, quand on voit aujourd'hui la démarche commerciale d'Air Caraïbes d'un côté et d'Air Antilles Express de l'autre, avec leur nouvelle grille tarifaire, donc Simply d'un côté et The Best de l'autre, c'est pas du low cost, mais en tout cas, c'est des tarifications low fare qui sont proches des tarifications des compagnies low cost. Quand on voit aujourd'hui, effectivement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Air Caraïbes qui est une filiale low cost, donc on voit aujourd'hui qu'il y a une dynamique de low cost sous le long courrier. Il ne faut pas oublier que Norwegian a des moyens courriers low cost, mais Norwegian aussi opère des vols long courriers low cost. Donc on voit qu'il y a une véritable dynamique qui s'est enclenchée il y a un an et qui se poursuit et qui concerne à la fois le trafic régional, qui est actuellement sous des taux de croissance de l'ordre de 20% grâce à cette nouvelle grille proche donc, de celle des compagnies low cost, le moyen courrier qui se développe grâce à Norwegian, et sur le long courrier aujourd'hui, des tentatives, plus que des tentatives, des compagnies aujourd'hui créées ex nihilo, des compagnies low cost sur le long courrier. Donc aujourd'hui, tous les faisceaux de trafic sont affectés par ce nouveau modèle économique et c'est vrai qu'il faut qu'on se prépare à Pôle Caraïbes à avoir une croissance plus dynamique que ce qu'on a connu les 15 dernières années. Monsieur Tigalinski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Air Antilles. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'Air Antilles soit la seule compagnie low cost ici au départ de Pointe-à-Pitre? Il y en a d'autres qui sont arrivés, mais nous sommes des low cost, effectivement. Il faut déjà rappeler aux téléspectateurs que être low cost se fait par la naissance. C'est-à-dire qu'on conçoit une compagnie, on la conçoit avec des coûts extrêmement bas, avec des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement très propres au low cost, qui sont la distribution, l'utilisation du personnel navigant, l'utilisation des avions, etc. etc. Et on ne devient pas low cost. C'est une erreur de penser qu'on peut le devenir. À cause des charges, justement, qui sont trop élevées? À cause des charges, à cause des règles qui régissent le fonctionnement des compagnies qui ne sont pas low cost. Il n'y a pas d'ailleurs de bon low cost et de mauvais low cost. Il y a simplement ces deux manières de voir le transport aérien. Et pour répondre à votre question, nous sommes nés low cost, oui, il y a 15 ans. Et on peut considérer que nous sommes, en tant que compagnie régionale, nous sommes la seule compagnie low cost régionale. Maintenant, pour répondre de manière un peu plus globale à votre question, il y a une nouvelle compagnie qui vient d'arriver et qui dessert les États-Unis, qui, elle, est dans un modèle plus grand que celui d'Air Antilles, mais qui est partie de la même manière, c'est-à-dire elle est née low cost.
D'accord. Parlez-moi un petit peu d'Air Antilles. Donc vous avez dit que c'était né il y a 15 ans. Oui. Quelles sont les évolutions qui ont eu lieu au cours de ces 15 années, justement? C'est quelque chose d'assez assez joli, je dirais, en termes de parcours. C'est même impressionnant lorsqu'on regarde la photo d'aujourd'hui par rapport à la photo d'il y a 15 ans. Air Antilles est issu d'une compagnie en Guyane, il est issu d'Air Guyane. D'ailleurs, le nom commercial de notre compagnie se dédouble en deux. Il y a Air Guyane en Guyane et Air Antilles aux Antilles. D'accord. Donc elle a commencé en 2002 en Guyane, puis en 2003 elle est venue aux Antilles. Et si on prend la photo de 2003, à l'époque, il y avait 6 escales desservies et 6 routes au total desservies. Quand je dis 6, c'est entre la Guyane et les Antilles. D'accord. Et puis la flotte était plutôt réduite, elle était composée de 3 avions à l'époque. Au fur et à mesure que le temps a passé, la compagnie s'est développée, elle a augmenté sa flotte, elle a enrichi sa flotte. Elle a acquis des avions neufs. On est à combien justement aujourd'hui? On est aujourd'hui à 12 avions. Donc on est passé de 3 avions plutôt anciens à 12 avions dont l'immense majorité est neuve. On vient d'en acquérir un il y a moins d'un mois. Donc c'est vraiment une des flottes les plus jeunes qui existent ici. Et on a multiplié le nombre de lignes, le nombre de dessertes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a eu une stratégie qui est une stratégie de développement avec des partenariats. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tout seul, on a considéré que dans la zone, il valait mieux s'unir. Donc, on a commencé à nouer des partenariats avec les compagnies transatlantiques, avec Air France, avec Corsair. On a noué des partenariats avec des compagnies régionales comme la Winair, en étant pour parler avec d'autres compagnies dans la zone. Et grâce à ces partenariats, on a pu ouvrir d'autres lignes en collaboration avec eux. Et je vous ai dit qu'au début, on avait 6 lignes et 6 destinations. Aujourd'hui, on a 23 destinations et 35 lignes. On est passé de 6 à 35 en 15 ans. Donc ça veut dire que, évidemment, c'est une croissance exponentielle et ça s'est passé dans, je dirais, l'accélération s'est passée dans les 3, 4, 5 dernières années. Où véritablement, on a décidé que notre rôle à nous, c'était pas de faire du transatlantique, il y en a d'autres qui le font très bien, mais vraiment de s'intéresser au développement du transport régional et de servir au mieux les intérêts de ce transport. Vous l'avez dit, donc vous avez un nouvel avion, c'est l'ATR 72-600, c'est bien ça? C'est ça, voilà, oui. Est-ce que cet avion, il a été acquis pour justement desservir plus de destinations? Absolument, on a en plus, et j'ajoute que derrière cet ATR 72-600 qui arrive, il y en a un autre en commande qui est en train de venir. Qui devrait arriver quand? Qui devrait arriver au début de l'année prochaine. Donc oui, bien sûr, notre ambition c'est ça, c'est d'ouvrir de plus en plus de destinations. Il y en a des nouvelles là en ce moment? Il y en a une qui va être inaugurée mardi prochain, dans moins d'une semaine. C'est la Barbade, on en parle déjà beaucoup, mais les premiers vols vont se faire là, dans les prochains jours. Et on a un vol inaugural, donc avec des personnalités qui vont venir avec nous le 21. On va rencontrer les autorités de la Barbade pour pouvoir nouer ce partenariat. Mais ça procède de cette idée-là, c'est qu'on se rend bien compte que les habitants de la Caraïbe en général et des Antilles en particulier ont besoin de se déplacer. Vous savez, il y a grosso modo le marché c'est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on a autant de passagers qui se déplacent au sein de la zone régionale que de passagers qui font le transatlantique. Donc c'est pas tout à fait moitié-moitié, on va dire que c'est 55-45, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin. Or aujourd'hui, on est parti d'un constat, nous, c'est que se déplacer dans la Caraïbe, c'est compliqué, c'est cher et c'est compliqué. Et qu'il fallait donc qu'on s'emploie à simplifier tout ça et à faire en sorte que ça soit plus facile. C'est plus des vols professionnels, c'est plus du tourisme, des gens par exemple qui voudraient partir à la Barbade pour un week-end, c'est possible? Bien sûr, c'est possible et on leur fait des tarifs qui sont conformes à cela, effectivement. Ça se partage de manière un peu différenciée suivant les zones. Par exemple, Fort-de-France-Pointe-à-Pitre, qui est le premier axe, celui qui est historique, se partage grosso modo entre moitié homme d'affaires et moitié loisirs. Ensuite, il y a d'autres destinations qui sont plus touristiques. Saint-Martin est une destination où les gens vont plutôt pour le loisir, encore qu'il y ait des hommes d'affaires qui viennent. Et puis après, quand vous allez sur la Caraïbe internationale, là, c'est davantage le loisir. C'est quoi les destinations qui fonctionnent le plus? Alors,
je vais répondre d'une autre manière. Le marché dans lequel on est, c'est 3 cercles concentriques, si vous voulez. D'accord. Le premier cercle, c'est le marché franco-français. Ouais. C'est-à-dire Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin, c'est quelque chose de très classique et qui est le plus gros des marchés régionaux ici, locaux, on va dire. Donc c'est à peu près, cet axe-là, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, c'est à peu près 650 000 passagers. Par an. Par an, à peu près. Ensuite, vous avez un deuxième cercle qui est déjà un peu plus sophistiqué, qui est le marché franco-caribéen. Pardon. C'est le marché entre les Antilles françaises et les Antilles ou la Caraïbe internationale. Alors ça va être bien sûr Pointe-à-Pitre, Saint-Domingue, Pointe-à-Pitre, San Juan de Porto Rico, Pointe-à-Pitre, Port-au-Prince, Pointe-à-Pitre, Sainte-Lucie ou Fort-de-France, Sainte-Lucie, etc., etc. Ce deuxième cercle-là, c'est à peu près 150 000 passagers. Et puis, il y a un troisième cercle qui échappait complètement aux compagnies françaises, c'est l'intra-caribéen. C'est-à-dire, c'est les liaisons qui ne concernent pas les Antilles. C'est-à-dire? Exemple, Barbade, Antigua. Exemple, Dominique, Juliana. Exemple, Saint-Martin, San Juan. C'est quelque chose qui ne nous concerne a priori pas. La stratégie d'Air Caraïbes, ça a été d'abord, bien sûr, de s'attaquer au premier marché, mais bon, je veux dire, il était déjà occupé, et puis, je dirais, ce n'est pas la totalité du marché. Ensuite, on s'est dit, ce qu'il est intéressant, c'est de développer des lignes pour pouvoir s'attaquer au deuxième cercle. Donc, on a rapidement ouvert, depuis 2009, on a ouvert Sainte-Lucie, on a ouvert Saint-Domingue, on a ouvert la Dominique, on a ouvert San Juan, et quand je dis la Dominique, on a ouvert Pointe-à-Pitre, la Dominique, mais aussi Fort-de-France, la Dominique. On a ouvert Juliana, et on va ouvrir Barbade, et puis on a en tête d'ouvrir peut-être Tortola ou Antigua. Donc c'est vraiment permettre aux Antillais d'aller là-dessus. Mais on ne s'est pas arrêté en si bon chemin. On s'est dit, maintenant notre intérêt, c'est s'attaquer au troisième cercle. Parce que je vous ai dit que le premier cercle, c'était 650 000, le deuxième à peu près 150 000, 200 000 passagers. Le troisième, c'est 1 million de passagers, le troisième. Et sur ce troisième cercle-là, ce n'est pas une tradition du tout française, et on ne peut pas y aller seul. C'est la raison pour laquelle on s'est allié avec d'autres en disant, bah, écoutez, si vous voulez, on peut s'allier et nous voler avec vous dans cette destination et faire en sorte que ce maillage qu'on a commencé s'agrandisse et vous permette, avec nous, d'ouvrir de nouvelles destinations. On est aujourd'hui, sans conteste, la première compagnie en nombre de destinations. Il n'y a pas de discussion, puisqu'on en a 18, comme je vous expliquais. On est la première compagnie en nombre d'avions. On l'est aussi, même si nos concurrents le contestent, la première compagnie en nombre de passagers, puisqu'on en a transporté plus de 400 000. Et comment ils peuvent le contester, ça? Parce que vous pouvez toujours, comment dire, limiter comment dire, la compétition sur les seuls axes où vous allez. Je pense qu'un jour, comment dire, vous avez des concurrences sur le transatlantique, et je pense qu'un jour Air Caraïbes sera peut-être le premier transporteur transatlantique. Est-ce que pour autant ils seront plus gros qu'Air France? Sur le transatlantique, ils seront plus gros, mais ils ne seront pas plus gros qu'Air France. Mais c'est la même comparaison sur les axes que l'on fait, effectivement, qu'ils font eux. Effectivement, ils sont plus importants aujourd'hui encore, mais si on considère la totalité du régional par rapport à ce que l'on fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on a cette petite guerre de chiffres. Mais moi, j'affirme que... Ça fait partie du jeu de la concurrence. Oui, bien sûr, c'est pas gênant. Comment vous expliquez que certaines destinations, par exemple Cuba, soient moins chères si on part de Paris que si on part, par exemple, de Pointe-à-Pitre? Est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus? Oui, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il faut savoir que plus l'avion est petit, et plus le coût au siège est élevé. Je vais faire une comparaison. Si vous allez, si vous prenez un taxi et que vous faites, on va dire, le moule Saint-François en taxi, qui fera 15-20 km, est-ce que ça sera plus cher ou est-ce que ça sera moins cher qu'un Pointe-à-Pitre Basse-Terre en bus, qui fera 50 à 60 km? Clairement, ça sera plus cher, tout simplement parce qu'il n'y a que 2 places dans un taxi, il y en a 50 dans un autobus. Oui, mais c'est très frustrant pour les gens de la Caraïbe. Je comprends que ça le soit.
on souffre d'une difficulté aux Antilles, c'est que on souffre d'une double difficulté en fait aux Antilles. La première, c'est qu'on n'est pas très nombreux, puisque entre la Guadeloupe et la Martinique, on est à peu près 800 000 habitants. Donc c'est un réservoir de passagers qui est plutôt faible. Si vous comparez aux États-Unis où ils sont 300 millions, si vous comparez en Europe où il y a 300 millions, donc vous voyez qu'il y a des générations de trafic qui sont infiniment supérieures simplement à cause du volume. Et puis on a un deuxième handicap, c'est que nous sommes les plus riches de la zone. Et pourquoi c'est un handicap? Parce que quand vous ouvrez une ligne entre Paris et New York, ou entre Londres et Milan, vous avez 50% de passagers qui viennent de Paris qui vont aller à New York, vous avez 50 passagers d'Américains qui vont partir de New York et qui vont aller à Paris. Lorsque vous ouvrez une ligne entre Pointe-à-Pitre et Cuba, combien vous allez avoir de Cubains qui vont venir en Pointe-à-Pitre? Aucun, ou presque aucun. Parce que le coût de la vie est tellement élevé que le nombre de touristes qui vont venir à destination des Antilles est pratiquement zéro. C'est vrai pour ici, c'est vrai pour Saint-Domingue, c'est vrai pour Port-au-Prince, etc., etc. Donc, toute la ligne est supportée par le réservoir qui existe ici et qui est petit. Donc ça veut dire que comme c'est petit, vous avez des petits flux. Donc des petits avions pour supporter ces petits flux. Et voilà. Et donc du coup, vous avez des taxis et vous n'avez pas d'autobus. Du coup, à cause de toutes ces raisons évoquées, on ne peut pas s'imaginer qu'un jour la Caraïbe devienne comme en Asie, où on a plein de compagnies low cost qui font qu'on peut se déplacer très facilement à très bas coût. Combien d'habitants en Asie? 3 milliards. Plus grande. 3 000. Non, pas forcément. Elle n'est pas forcément beaucoup plus grande. Non, détrompez-vous. Je connais bien l'Asie, j'y ai voyagé, j'ai même travaillé. Vous faites des vols d'1 heure à 2 heures à extrêmement bas coût. Et je veux dire, il n'y a pas que des longues distances. Mais la Chine, c'est plus d'1 milliard d'habitants. L'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Les autres pays, c'est aussi des centaines de millions d'habitants. Donc il y avait des tels flux qu'on peut mettre des très grosses machines et avoir des prix extrêmement bas. Et puis j'ajoute une chose qui complique en plus ici, c'est qu'on a des taxes absolument exorbitantes. Et ça vient d'où qu'elles soient pas Ça a été considéré, le transport aérien a été considéré par tous comme une vache à lait. Partout. C'est la faute des gouvernants, de tous, et quand je veux dire, je ne jette pas la pierre à l'un plutôt qu'à l'autre, mais tous les gouvernements de toutes les îles, lorsqu'ils sont en recherche de financement, parce qu'ils sont souvent en recherche de financement, se disent tout de suite, ah, ça y est, j'ai une idée, on va taxer le transport aérien, les passagers qui viennent. Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule relation, une seule, dans la zone, où il y ait des taxes inférieures à 60 € aller-retour. Et ça monte quelquefois à 100 €. Vous voulez partir à Saint-Domingue, même si je vous faisais le billet gratuit, vous alliez payer plus de 100 € de taxes. Et ailleurs, ça ne s'applique pas? 5 €, 8 €, 3 €, 10 €. Vous savez, quand nombre d'Antillais arrivent à Paris, ils voient tout à coup Lisbonne, 19 €, c'est n'importe quoi, Madrid, 27 €. Mais on ne peut pas. C'est même pas le prix des taxes que l'on paye. C'est même pas le prix des taxes. Donc, il y a une vraie prise de conscience qui à prendre, mais qui n'existe pas aujourd'hui, et qui fait que ça ne s'améliore pas. À chaque fois, les gens reviennent là-dessus en disant finalement, ça va être facile, on a besoin de, je dis n'importe quoi, 1 million. Voilà, ça fait combien? 100 000 passagers? On n'a qu'à mettre 10 € de plus par passager qui passe. Et voilà, et c'est comme ça. C'est sidérant, et ça tue le transport interrégional également. Et du coup, c'est ce qui définit aussi votre grille tarifaire au final. Bien sûr. On ne peut pas descendre en dessous d'un certain... Même si je vous dis, même si c'était à zéro, vous payeriez quand même entre 60 et 120 € de taxes. Et nous, on toucherait zéro. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la concurrence qu'il y a ici au sein de la Caraïbe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce qu'au contraire, ça vous stimule? Comment vous l'envisagez? Si vous avez peur de la concurrence, il ne faut pas faire ce métier. On est dans un métier... On est dans un métier complètement libre. Je veux dire, depuis la libération du transport aérien, il est complètement libre. Donc, qui veut le fait. Je veux dire, qui se positionne doit accepter la concurrence avec les inconvénients que ça procure et les avantages aussi, parce que
lorsqu'il y a une concurrence, en général, on passe d'une situation d'équilibre et on va vers une autre situation d'équilibre. Et c'est sûr que passer de quelque chose que l'on connaît à quelque chose que l'on ne connaît pas encore, c'est toujours un peu sujet à préoccupation ou un peu à stress, c'est normal. Mais une fois qu'on a connu ces changements d'équilibre 2 fois, 3 fois, 5 fois, 8 fois, on n'y rompt plus, on sait ce qui va se passer. Donc non, on la craint pas. On regarde, en revanche, ça vous incite à remettre toujours votre modèle en question, et c'est là où il est important d'être low cost. Parce que si vous êtes low cost, vous avez des coûts inférieurs à ceux de vos concurrents, et donc quand les concurrents ont des initiatives, ils seront forcément à un moment ou à un autre limités par leurs propres coûts qui sont supérieurs aux vôtres. Et justement, les clients, ils ne se rendent pas forcément compte que certaines compagnies sont low cost, d'autres ne le sont pas. Oui. Vous, concrètement, qu'est-ce qui vous différencie? Nous, alors, pas forcément au niveau du client. Oui. Et il y a souvent une confusion entre le low cost vu du client et le low cost vu du transporteur. Ce qui fait le low cost n'est pas visible, c'est invisible. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, au final? C'est pas compliqué. Lorsque vous regardez entre nos concurrents et nous le nombre de personnel navigant. Vous regardez, vous dites, voilà, j'ai 5 avions, 6 avions, 7 avions, j'ai tant d'équipages par avion. Parce que vous avez des règles d'utilisation de ces équipages qui sont des règles low cost. Et puis vous regardez votre concurrent et vous vous rendez compte qu'il a 10%, 15%, 20% d'équipage de plus que vous pour faire la même chose par avion. Là, c'est une forme, par exemple, d'économie, clairement. Mais qui était faite à la base. C'est-à-dire que s'il a 20% ou 25% d'équipage en plus que vous, c'est parce que souvent, ça procède de règles qui existaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui n'ont pas été remises en cause. Tandis que si vous commencez depuis zéro, vous ne pouvez pas modifier, tout simplement parce que c'est des règles sociales, et que ces règles sociales, il faut faire avec. On sait tous qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les legacy carriers, c'est-à-dire les compagnies anciennes, souffrent aujourd'hui. Vous regardez dans tous les journaux, vous entendez les négociations difficiles avec les syndicats pour essayer de remettre en cause un certain nombre de choses, et souvent ça n'aboutit pas. On le voit tout simplement parce que le salarié est souvent campé sur ses acquis, ne croit pas toujours au danger que lui présente la direction et ne veut pas changer. Alors que si vous étiez construit de manière déjà low cost, vous n'avez pas ces difficultés. J'ajoute en plus que notre compagnie est jeune, donc plus la compagnie est jeune, plus ses coûts sont faibles. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a les équipages, il y a ensuite la distribution. Comment est-ce qu'on distribue ces billets? Il y a ce qu'on appelle dans notre métier les GDS, qui sont les grands distributeurs de billets, pour ne pas les nommer, Amadeus, Galileo, Sabre, qui sont donc des distributeurs reconnus dans le marché, qui vous permettent de vous distribuer, mais qui ont des coûts très élevés. Et vous pouvez décider dans le démarrage que vous allez vous passer de cette distribution et le faire en direct. C'est l'autre exemple que l'on a. Et ça aussi, ça vous fait économiser des centaines de milliers d'euros. D'accord. Et puis vous avez d'autres sujets qui sont évidemment des sujets qui sont à la base de la construction. Qu'est-ce que le client il vient chercher chez Air Antilles? Qu'est-ce qu'il vient chercher chez nous? Un prix d'abord, parce qu'on a cette volonté extrêmement forte d'être le moins cher tout le temps. Je veux dire, même s'il y a des initiatives qui sont faites, au moins bien on va faire comme la concurrence et au mieux on fera mieux. Ensuite, un réseau. Il suffit que vous alliez sur le site d'Air Antilles pour voir la panoplie de destinations que l'on offre et qui va augmenter encore, je tiens à le dire, de manière assez conséquente cette année. On va encore ajouter. Donc, 18 destinations, c'est beaucoup. Hein. Je veux dire, là, il faut y aller. Je veux aller chez quelque part, donc on va essayer de regarder ça. Déjà, il faut toutes les faire. Oui, enfin, toutes les faire, mais on aura un panel de choix de toute façon qui sera plus élevé. Troisième chose, c'est qu'on a une proximité. Vous fidélisez vos clients, vous voulez dire? Oui, non, oui, bien sûr qu'on fidélise, parce qu'on a, comme tout le monde, un système de fidélisation, bien sûr, mais on a au-delà de ça, on est une vraie compagnie régionale, les capitaux sont ici, je veux dire, l'ensemble du personnel vient d'ici, on a une proximité qui est liée à ça. Quatrième chose aussi, c'est que, comme on est en expansion, on embauche. Et puis c'est toujours sympathique d'avoir une compagnie qui se développe et qui
embauche localement, on a embauché des pilotes, on a embauché des hôtesses. Mais c'est positif, quoi. Bien Ça sûr, envoie un oui, message oui, positif. bien sûr. On a embauché récemment pas loin d'une dizaine de personnes, par exemple. Tout à l'heure, vous parliez de partenariats que vous nouez, par exemple avec Air France. Oui. C'est le cas notamment pour la Guyane. Oui. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? De manière, il y a plusieurs manières de nouer des partenariats. C'est technique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Oui. Mais derrière la manière de les conduire, ou plutôt en amont de la manière de les conduire, il y a une volonté. Il y a une volonté qui doit être partagée. Tout le monde n'a pas envie de vivre en communion avec d'autres. On a un modèle, à cet égard, on a un modèle un peu particulier dans le low cost, parce que traditionnellement, le low cost, il vit en autarcie. C'est-à-dire qu'il ne s'associe pas avec d'autres compagnies. Il ne s'associe pas. Prenons une des plus grosses low cost les deux plus grosses low cost d'Europe, que sont Ryanair et EasyJet, ils ne communiquent avec personne. Ils ne veulent pas. Ils sont indépendants, quoi. Ils disent, voilà, c'est notre modèle, vous le prenez tel quel, et puis c'est tout. Voilà. On veut pas transférer les bagages, on ne veut pas donner la carte d'embarquement de ceci ou de cela, on ne veut pas utiliser des systèmes machin, on ne veut pas. D'accord. Voilà. Nous, on était parti un peu sur cette idée-là également au démarrage, et puis finalement on s'est rendu compte que si on voulait se développer dans la zone, il fallait qu'on sorte un petit peu de ce modèle-là, qu'on soit plus hybride. Donc on a commencé à vouloir parler avec les autres compagnies, et on a reçu un écho favorable des autres compagnies, qui nous ont dit oui, ça nous intéresse de travailler avec vous, mais ça serait bien qu'on ouvre telle ligne, ou tel ceci, ou tel cela, etc. etc. Prenons l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure de la Barbade. À partir du moment où on travaille avec les compagnies transatlantiques, pour ne pas les nommer, Air France, Corsair, qui sont deux partenaires, on se dit, on va ouvrir une ligne qui va être une ligne anti-Barbade, à quelle heure on la met? Ça, c'est important de définir l'heure. Ben oui, pourquoi? Si je la mets à 10h du matin, la ligne, et que je fais donc un point-à-pied de Barbade, un point-à-pied de Fort-de-France-Barbade à 10h du matin, je n'ai pas de connexion en provenance du transatlantique. J'en ai pas. Ni dans un sens, ni dans l'autre, parce que je vais partir à 10h, je vais revenir à midi, c'est que pour le trafic local. Maintenant, si on travaille avec les compagnies transatlantiques en disant, nous on arrive à Fort-de-France par exemple, à 15h, ça serait bien que votre avion parte à 16h. Et qu'il revienne à 18h pour connecter nos avions qui sont à 19h. Et bien du coup, en le faisant, vous avez à la fois le trafic qui est local, et vous permettez aux passagers qui en provenance de France d'aller jusqu'à Barbade. C'est donnant-donnant au final. Bien sûr, c'est ça un partenariat. Et c'est ce genre de contact, ce genre de détails que l'on développe ensemble en disant ok, on va positionner nos avions de telle ou telle manière à participer à ça. Ça nous permettra aussi d'avoir du trafic évidemment local. Mais c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail. Il faut ensuite que les systèmes se parlent, c'est pas si simple. Il faut travailler ensuite avec les équipes, etc. etc. Donc c'est pas uniquement une volonté, c'est une volonté et beaucoup de travail derrière. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après la pub.